Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, un sujet sur lequel on revient régulièrement car il touche de plus en plus d'ados, celui de la dysphorie de genre. C'est le terme médical qui désigne la détresse psychologique ressentie par une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. On va en parler avec Marion Vaquet-Marty. Elle signe sur le sujet un documentaire à la fois sensible et informé qui pose plus de questions qu'il n'assène de réponses. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche de Guillaume Buan. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire, j'allais dire évidemment, puisque nous sommes le 11 novembre. Et si ce jour est férié depuis 1922, c'est en souvenir des ravages de la Première Guerre mondiale. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier, cours particulier aujourd'hui sur un immense nom de la pédagogie américaine du XXe siècle, Carl Rogers. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Marion Vaquet-Marty, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je sais que vous préférez être de l'autre côté de la caméra ou de l'autre côté, celle qui pose des questions. Vous signez un documentaire sur l'adolescence, un nouveau documentaire car c'est un de vos sujets de prédilection. Son titre, Jeunesse en retransition, trouver sa voie. Il a été diffusé sur France 2 dans Infrarouge, mais on peut le voir ou le revoir sur la plateforme France.tv. Bande annonce. Je me suis fait une remarque avec le mot manquer. Moi, j'étais un garçon, manquer. J'avais manqué d'être un garçon. Combien de jeunes décident chaque année une transition de genre? Beaucoup de mineurs sont habités par des questionnements sur leur identité de genre. Quand ils osent me dire « je me sens garçon » ou « je me sens fille », ça me paraît fondamental de les croire à ce moment-là. Certains et certaines franchissent le pas de la transition médicale. J'ai un gros coup de stress la veille. Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Emma, cette jeune femme, nous raconte comment, après 4 ans de transition, elle a souhaité revenir à son genre de naissance. Jeunesse en retransition, trouver sa voie. Un documentaire infrarouge inédit, suivi d'un débat présenté par Marie Drucker, ce soir à 22h35 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv. Regardez-le, ce film, c'est un film riche, c'est un film sensible, c'est un film extrêmement balancé sur un sujet incandescent, même s'il ne concerne directement que très peu de personnes, la dysphorie de genre. Marion, on va peut-être redéfinir les termes d'ailleurs, dysphorie de genre. J'ai tenté une définition en disant que c'est quand on ne se sent pas à l'aise dans l'identité qui nous a été assignée à notre naissance, c'est à peu près ça? C'est-à-dire qu'on a un sexe biologique, et puis ensuite, effectivement, il y a la question du genre, et le genre, ça peut effectivement ne pas être forcément adéquat avec ce sexe biologique dans le ressenti d'une personne. Maintenant, on parle d'incongruence de genre aussi, voilà, donc il y a plein de termes qui ont l'air de désigner à peu près la même chose. Le genre. Avec le genre. J'ai été prudent sur les chiffres, j'ai pas voulu en donner d'ailleurs. C'est assez compliqué. Tout ce qu'on sait, c'est que ça augmente, et de manière assez spectaculaire, mais que ça reste quand même très marginal. Alors, ça reste certainement marginal en termes de... Enfin, chez ceux, en tout cas, qui vont faire la démarche de la transition médicale, hormonale et ou chirurgicale. En revanche, le questionnement sur le genre et sur les questions identitaires traverse quand même massivement cette jeunesse. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2020 en France et depuis 2010 dans le monde occidental, la demande des adolescents et en tout cas des personnes nées de sexe féminin a largement augmenté de façon assez spectaculaire. Et là, pour le coup, il y a des chiffres. On l'aura compris en regardant la bande-annonce, il y a un personnage fil rouge dans le documentaire, Emma, qui veut retransitionner. Précisons quand même que vous-même, quand vous parlez des droits acquis par les personnes trans dans le film, vous les qualifiez d'avancés, je vous cite, donc vous n'avez rien contre. Et vous dites par ailleurs, je n'ai pas fait un film militant. On peut réussir à faire un film non militant sur le sujet, c'était votre défi en fait. C'était mon défi, c'était plus qu'un défi, c'était vraiment une... Alors ça a pris 2 ans. Donc ça veut dire que c'est un film, effectivement, et là, il faut quand même dire que France Télévisions permet ça. Le service public et la volonté de la directrice des documentaires de l'époque, Catherine Alvarez, et puis ma production CAPA a permis aussi que je passe tout ce temps pour faire ce film. Et ce temps était nécessaire vraiment pour effectivement sortir de toute cette question totalement polarisée, très idéologique, et de s'attacher à la fois au parcours d'une personne, de d'autres aussi dans le film d'ailleurs, où on voit d'autres, et de ne pas effectivement être dans des vérités ou, comme vous disiez, de fait de ne pas forcément apporter de réponse. Je n'ai pas de réponse du tout et je ne souhaite pas en avoir. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on questionne de façon, tout ce qu'on peut faire habituellement en société. Emma, personnage fil rouge, même s'il y a plein d'autres personnages, vous nous la présentez en quelques mots?
Alors Emma, maintenant, elle a 21 ans, 22 ans. C'est une jeune femme vraiment pour laquelle j'ai eu une espèce on a eu un attachement comme ça quand on s'est rencontrés. On s'est assez bien, on était très connectés l'une à l'autre. Elle fait une école d'art graphique. Elle dessine d'ailleurs remarquablement voilà, bien, on la voit donc beaucoup ça, c'est avec très important. Voilà. son crayon. Elle s'exprime beaucoup par le dessin d'ailleurs. Oui, et comme ça, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Parce qu'en fait, la première fois qu'on se rencontre, elle avait toujours son sac à dos avec son carnet de croquis. Elle sortait ses crayons et elle se dessinait. Elle dessinait plein de trucs et je sentais vraiment que pour elle, c'était une façon d'être plus à l'aise avec sa parole. Donc, on l'a vraiment mis en scène dans le film. Et c'est surtout maintenant une jeune femme qui va bien, ce qui était aussi important. Voilà. Ouais, et qui n'allait pas bien avant. À 14 ans, soutenue par ses parents, elle est prise en charge dans une unité hospitalière dédiée à la transidentité des enfants ou des adolescents et des jeunes adultes d'ailleurs. 15 ans, début d'un traitement hormonal qui a fait que notamment sa voix, c'est la première scène du film. D'ailleurs, j'ai cru que trouver sa voix, ce serait VOIX. Et puis en fait, c'est VOIE dans votre titre. Et à 17 ans, juste à la veille même de ses 17 ans, elle bénéficie d'une double mastectomie. Trouver sa voix, Alors la pilosité d'ailleurs, c'est ce qui ne revient pas. Il y a des trucs qui ne vont pas revenir quand elle décide de revenir en arrière. Et notamment la voix. La voix et la pilosité. Et évidemment, ça, c'est irréversible. Et alors on comprend bien, comme tout ça se fait avec l'accord des parents, qu'il y a d'autres personnages vachement importants dans le film, notamment les parents, à commencer par la mère. Alors Florence, c'est vraiment quelqu'un pour lequel j'ai une grande sympathie et c'est vraiment une personne d'une dignité incroyable. C'était quand même pas forcément évident. Compte tenu du fait que la transition de son enfant n'a pas été la réussite, ou en tout cas, c'est pas comme ça que Emma a choisi de continuer à conduire sa vie. Donc, c'était quand même pas rien pour cette mère de dire combien elle avait soutenu cette transition, pensant vraiment bien faire, et incontestablement, elle faisait bien. Et puis, en même temps, il a fallu aussi accepter et réaccepter cet enfant qui disait finalement je vais reprendre un autre chemin. Et donc vraiment Florence, et évidemment toutes ces choses n'ont pu se faire qu'avec l'accord des parents. Alors justement, les parents, vous en filmez aussi un groupe à Lille, vous êtes allé au CHU de Lille où il y a une unité spécialisée, il y en a un certain nombre en France. La première chose qui est frappante quand on regarde, c'est les parents qui adorent leurs enfants et qui sont, j'allais presque dire, c'est un ressenti, encore plus angoissés par les problèmes de leurs enfants que leurs propres enfants, quelque part. Ils veulent vraiment que les enfants soient heureux. Ils ont tous... Alors, je pense qu'on est quand même là dans une génération de parents. Dans un certain milieu aussi, il faut le dire. Toutes ces personnes sont quand même des gens qui vivent quand même dans un... Bon, on ne va pas faire de la sociologie comme ça de bazar, mais voilà, c'est quand même des gens qui ont des capacités de réflexion, d'accompagnement de leurs enfants. Ils ne sont pas dans des difficultés trop grandes à côté. Et effectivement, ils ont un souci immense du bien-être, vraiment. Ce mot revient beaucoup du bien-être et de l'accomplissement de leurs enfants. Et c'est pour ça que quand leurs enfants commencent à manifester un projet de transition, ils décident de les accompagner. Dans une grande solitude, le groupe de parole que vous montrez, il répond à ça aussi. Je cite quelques extraits. « Il faut survivre au choc, dit une maman. Une autre solitude terrible, une troisième sidération. » Voilà, c'est quand même des moments où la terre s'est ouverte sous leurs pieds. Incontestablement, cette demande qui peut être formulée par un jeune ou une jeune adolescente fait un peu séisme dans une famille. En tout cas, c'est ce qu'il semble quand même dire. D'ailleurs, Florence ne le dit pas de la même façon. Non. Effectivement, Florence l'accueille de façon plus sereine. Et ce qui va être plus compliqué pour Florence, effectivement, et elle le dit très bien dans le film, c'est le moment où elle va s'apercevoir, en fait, quand elle dit Emma est en train de s'éloigner de Nathan, c'est-à-dire qu'Emma va prendre ce chemin de la détransition, et là, ça a été plus compliqué. Mais pour beaucoup, effectivement, cette annonce, cette demande, et puis elle s'inscrit, pour les parents, en tout cas qui sont filmés à Lille, elle s'inscrit dans des trajectoires où c'est des enfants qui ont eu souvent d'autres problèmes. Depuis plusieurs années, Marion Wacquet-Marty observe et filme les jeunes. Il y a eu Déni de grossesse à Mon corps défendant, il y a eu Le monde et nous, 15 ans, et d'autres films. Elle signe Jeunesse en retransition, Trouver sa voie, que vous pouvez regarder. Et on vous y invite vivement sur la plateforme France.tv. On la retrouve, Marion, juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buran.
Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est le 11 novembre, on pouvait difficilement passer à côté du 106e anniversaire de la signature de l'armistice. C'est un jour qui est férié en France depuis 1922, la Première Guerre mondiale qu'on croise beaucoup dans les programmes scolaires. Il y a des moments CM2, 3e, seconde, où elle est vraiment au programme d'histoire, mais on la voit beaucoup apparaître dans d'autres dimensions, notamment en français. Oui, effectivement, et on va parler du programme scolaire à la fin de cette chronique, on va y revenir, mais pour tout comprendre, il faut revenir justement 4 ans en arrière, le 28 juillet 1914, avec le début de la Première Guerre mondiale, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône, notamment d'Autriche-Hongrie et de son épouse, un événement qui ne fait que pousser à son paroxysme les tensions déjà existantes, que ce soit les rivalités stratégiques, politique, coloniale et économique. Alors, qui sont les parties prenantes de cette guerre ? Je propose d'écouter David Mitzing-Maker. Il est professeur d'histoire géo, également professeur relais au musée de la Grande Guerre. Alors, les belligérants, d'un côté, les Français, les Anglais, donc les Alliés et les Russes, et puis l'Empire russe. De l'autre côté, donc, on a les empires centraux, l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. D'ailleurs, cette première guerre, elle mènera à l'effondrement de ces empires-là, avec d'autres belligérants qui vont venir au fur et à mesure dans le conflit, et notamment les Américains. Et la participation américaine va changer effectivement énormément le visage de la guerre. Une guerre qui a fait plus d'1,5 million de morts côté français, 2 millions d'ailleurs côté allemand. L'armistice intervient donc après 4 années de conflit, une guerre qui pourtant ne se voulait pas si longue mais plutôt courte. La Première Guerre mondiale donne lieu à une première phase en 1914 d'une guerre de mouvement, mais ensuite c'est une guerre qui va s'enliser dans les tranchées et qui va tourner à une guerre totalement immobile. Et à partir de 1918, on reprend la guerre de mouvement. Les Allemands lancent des offensives début de l'année 18 qui fonctionnent, c'est-à-dire ce sont des offensives qui vont amener l'armée allemande à progresser, alors que jusqu'en 1918, finalement, le front était totalement figé. Offensive également en Champagne vers le mois de mai 1918, sauf que cette offensive, elle va se solder pendant l'été 1918 par un échec. Et finalement, la guerre se retourne au moment de l'été 1918 avec une situation militaire qui devient de plus en plus critique pour les Allemands. Ce contexte militaire un peu délicat pour les Allemands que l'armistice va être signé. Un armistice donc qui a été signé le 11 novembre 1918, 5h15, il était tôt, et qui met provisoirement fin au combat. Était présent la France par la voix de Foch, et puis du côté des Allemands, des diplomates qui sont en charge des pleins pouvoirs. Elle a donc été préparée en amont, dès le mois d'octobre, avec des négociations. L'armée allemande convaincue qu'elle ne pouvait pas tout simplement gagner cette guerre. Et au même moment, l'Empire allemand s'écroule. C'était le 9 novembre, avec l'empereur qui se réfugie donc aux Pays-Bas. La présence américaine a aussi changé justement la vision de ce conflit. Alors que contient l'armistice ? Réponse. Demande aux Allemands d'évacuer tous les pays occupés, par exemple la Belgique, qui demande aux Allemands également d'évacuer l'Alsace et la Moselle, qui demande également aux Allemands de laisser un certain nombre de matériel. Attention, un armistice, c'est un cessez-le-feu. C'est pas une paix, c'est un cessez-le-feu. Donc l'armistice est prévu pour un peu plus d'un mois, 36 jours, mais reconductible. Et donc il faut empêcher que la guerre puisse reprendre après cet armistice. Et ensuite, il y a l'idée dans cet armistice également des futures réparations. Et il faut bien avoir en tête là aussi qu'il y a l'armistice le 11 novembre, et puis ensuite il y a le traité de paix, le traité de Versailles, qui sera signé le 28 juin 1919, pratiquement 8 mois après, quoi. Et à la suite de cela, il a fallu se reconstruire. C'était pas simple, justement, et contrairement à ce que l'on peut croire, la guerre ne s'est vraiment pas arrêtée à cette date du 11 novembre. Peut-être dans les représentations des gens, l'armistice signifie la fin des combats et la fin de la guerre. En fait, c'est tout sauf ça. Le 11 novembre n'est pas considéré comme une rupture extrêmement nette, parce que la guerre, elle va continuer sur certains territoires. Elle continue sur le front d'Orient, elle va continuer, vous avez des troupes françaises qui vont aller se battre à Odessa, vous avez une guerre russo-polonaise qui se déclenche, vous avez une guerre civile en Allemagne, vous avez la guerre civile en Russie, ce qui fait qu'il faut surtout pas associer le 11 novembre à l'arrêt des hostilités. La guerre continue à l'Est, elle va durer longtemps. Il faut avoir en tête que pour les soldats qui sont sur le front, et je parle des Français, ils ne sont pas démobilisés le 11 novembre 18, ça doit être mars 1921. Les historiens aujourd'hui ne parlent plus d'après-guerre. On a substitué à la notion d'après-guerre la notion de sortie de guerre.
Sortie très progressive, puisque le 11 novembre n'est donc pas une rupture. À cette date, les Allemands ont toutefois quitté le territoire français, mais la reconstruction a donc été longue. Il y a aussi une ambition par la suite de se réconcilier. Quelques exemples et quelques dates, notamment en 1931, il y a eu un match de foot France-Allemagne. On est quand même une dizaine d'années, 15 années après la guerre. En 1924, il n'y a pas d'Allemands pour les Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris. Vous l'aurez compris, une sortie qui est extrêmement progressive. Et puis, concernant les programmes scolaires, là aussi, j'en ai discuté avec le prof d'histoire. On étudie le 11 novembre plus comme étant une rupture et aussi par le prisme de la mémoire. C'est le cas notamment pour les collégiens. On leur apprend les grandes dates, 14-18, donc tout ce qui s'est déroulé pendant la guerre. Et à la suite, lorsqu'ils arrivent au lycée, notamment en terminale, on déconstruit justement tous ces repères avec des chapitres intitulés « La sortie de guerre » et montrer aussi que le passage à la paix a été très progressif. Il a conseillé aussi un ouvrage de Bruno Cabane, La victoire endeuillée, qui est sorti dans les années 2000 et qui traite de la sortie de guerre à travers la correspondance notamment de tous ces militaires et ces soldats qui étaient engagés pendant cette guerre. Merci beaucoup, cher Guillaume. Jeunesse en retransition, trouver sa voie. Il a été diffusé ce documentaire tout à fait fin octobre dans le magazine Infrarouge sur France 2. Il est disponible jusqu'au 30 juin jusqu'au 30 juin sur 2025 sur la plateforme France.tv. Il a été réalisé par Marion Vaquet-Marty que l'on retrouve. Marion Vaquet-Marty, il y a des parents aimants, des parents confrontés au mal-être de leur enfant, parfois depuis longtemps, et surtout des parents qui manifestent pour un certain nombre d'entre eux en toile de fond la crainte du suicide. Et donc, il y a une espèce d'épée de Damoclès. Ils sont des enfants de 14 ans qui leur disent, qui parfois d'ailleurs ont fait des tentatives de suicide, qui leur disent si on ne fait pas quelque chose, je vais me pendre. Et donc, ils peuvent difficilement leur dire mon chéri ou ma chérie, attends d'avoir 18 ans, on en reparle, quoi. Il y a une espèce d'urgence, quoi. C'est comme ça que se manifeste l'urgence, c'est comme ça qu'elle se dit. Après, évidemment, pour un parent, d'entendre son enfant dire je peux mettre fin à mes jours si tu ne m'accompagnes pas là, évidemment, c'est absolument insupportable et insoutenable pour un parent. Je crois que ça l'est aussi pour certains médecins, que cette parole qui vient de l'adolescent, pour certains, est particulièrement anxiogène pour certains médecins. Vous montrez d'ailleurs qu'ils ne sont pas tous d'accord, les médecins. Et non, ils ne sont pas tous d'accord. Et alors, déjà, c'est très compliqué, la question du risque suicidaire, évidemment. Comment le déterminer, comment être sûr. Personne ne peut jamais être sûr. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va être le plus soignant pour empêcher, évidemment, il faut toujours tout faire pour qu'un adolescent se suicide. Voilà, surtout ne se suicide pas. Comme dit Bruno Falissard, c'est une vie jeune qui disparaît dans ce cas et c'est une famille qui est détruite. Donc le suicide de l'adolescence, c'est quand même c'est un sujet énorme. L'effroi. Bruno Falissard qui est psy et dont on précise qu'il est plutôt réticent. Il est dans une invitation. Il n'est pas réticent. Il est dans une invitation par rapport aux transitions avant la majorité. En tout cas, dans le documentaire, il apparaît comme celui qui. Il n'est pas réticent. Vraiment, il n'est pas réticent. Il est vraiment dans une position d'une invitation à la prudence. C'est ça. Compte tenu de la gravité de ce qui est engagé. De l'irréversibilité de ce qui peut être engagé. Et surtout, je crois que ce qui lui tient à cœur en tant que scientifique aussi, c'est qu'on soit plus à l'aise dans les décisions, comme il le dit, c'est-à-dire que plus d'études soient menées pour savoir exactement ce qui est bon de faire. Et la médecine doit le faire pour tout autre... Il a lui dit, on manque un peu de recul, on n'a pas encore les données. Tout le monde, alors toutes les personnes concernées attendent un petit peu un avis de la Haute Autorité de Santé qui est attendu pour 2025, mais c'est vrai que pour le moment, on ne l'a pas. L'autre impression qui domine en vous regardant, et ça revient dans la bouche de beaucoup de parents, d'enfants aussi, c'est qu'on se donne très peu de temps pour décider. On ne s'est jamais dit, c'est peut-être autre chose, dit d'ailleurs à un moment donné Florence la maman d'Emma. Eh bien, c'est toute cette question, effectivement, y a-t-il un caractère d'urgence ou pas ? Et comment, et est-ce que les pédopsychiatres, les endocrinologues, qui n'ont pas parlé dans le film... Alors, qui n'ont pas parlé parce qu'ils ont refusé de parler. Ah oui, tout le monde a refusé, oui. Dingue. Oui. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'hormonothérapie n'est pas prescrite par un pédopsychiatre. Les pédopsychiatres font des orientations, font de l'accompagnement, mais ce n'est pas eux qui prescrivent ces traitements qui peuvent avoir, effectivement, des effets indésirables, des effets irréversibles. Donc, la responsabilité... Si on a une, c'est celle de l'endocrinologue. C'est eux qui engagent une responsabilité médicale. C'est ça, oui, c'est eux qui prescrivent. Hein. Donc, évidemment, les pédopsies sont très mises en avant dans cette histoire. Il serait peut-être bon que les endocrinologues en parlent un peu plus.
Et eux aussi, c'est-à-dire que la médecine, c'est pas la première fois que la médecine est prise avec des questions idéologiques, des questions sociétales. Mais il faut faire de la science. Il y a des parents dans votre film incontestablement soucieux du bonheur de leurs enfants, mais on a l'impression de se retrouver, là encore je vous donne une sensation de téléspectateur, de se retrouver finalement face à deux frustrations. Il y a celle de l'adolescent ou de l'adolescente qui veut que ça change, qui veut aller mieux, mais il y a aussi celle du parent qui se saisit de cette solution qui lui permet d'une certaine manière d'être un bon parent. C'est celui qui veut le bonheur de son enfant, quoi. Et de le comprendre immédiatement. Et de le comprendre immédiatement. Oui, Ce que je veux dire, c'est que le parent qui dit non, sur le coup, c'est moins gratifiant en tant que parent. C'est assez connu. Mais c'est je crois, un moment désagréable quand on est parent. Et vous le savez, je crois qu'effectivement, le parent qui dit non est quand même toujours dans une position, et certainement, et pas que autour de la transition d'ailleurs, mais certainement qu'aujourd'hui, cette question, effectivement, de ce non parental, de ce qu'on pourrait appeler le cadre, de l'autorité, je ne sais quoi, est extrêmement débattue. J'avoue qu'en tant que moi-même mère de famille, j'ai pas vraiment résolu l'affaire. En tout cas, je trouve qu'il ne faut pas confondre autorité et pouvoir. Donc, avoir de l'autorité sur l'enfant, certainement est-ce nécessaire pour ce cadre qui sécurise, tatatitala. Mais il faut se méfier de la prise de pouvoir. Après, dire oui, tout le temps, très vite, comme ça, peut aussi être une façon d'esquiver, d'éviter la question. Je ne sais pas si c'est le cas pour ses parents. C'est sûr que nous avons des parents, des jeunes et des médecins de 2024. Nous n'avons pas des parents, des jeunes et des médecins de 1980 ou de 1990. Donc on est tous le fruit de notre époque. Et voilà. Sensation de solitude des parents quand leurs enfants leur annoncent leur décision. Solitude aussi des enfants dans plein de situations remplies par les réseaux sociaux. Et alors remplies, j'allais dire, dans les deux sens. Emma, notamment, raconte très bien comment, dans un premier temps, les réseaux sociaux l'aident à faire la démarche et à ne pas avoir peur, y compris avant l'opération. Elle a la trouille et elle regarde les réseaux sociaux, elle dit non mais c'est normal d'avoir la trouille, vas-y. Et ensuite, quand elle choisit de détransitionner, ce sont aussi des réseaux sociaux, alors beaucoup moins puissants en l'occurrence, mais quand même qui existent, qui vont l'aider à cela. Ça c'est sûr que c'est pour ça que moi j'ai pas et j'espère ne pas avoir donné de conclusion, de conviction par rapport à l'importance des réseaux dans cette histoire. Ça fait partie de leur monde d'information. Ce qui est vrai, c'est qu'Emma se retrouvait dans son mal-être et donc s'isoler dans sa chambre, aller sur les forums, comme tout un tas d'adolescents aujourd'hui. Évidemment, sur ces forums, sur ces réseaux sociaux, ils sont alimentés par un certain nombre de jeunes qui sont peut-être eux-mêmes aussi quand même dans une grande difficulté. Et donc, il manque peut-être effectivement une parole plus sereine ou plus... Ouais. D'un tout petit mot pour conclure, en fait, il manque de politique publique sur tout ça. Il manque de politique publique globalement. Sur les réseaux sociaux, c'est un fait. Sur les besoins de la science pour effectivement proposer un accompagnement, que ça soit pour aller vers la transition ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait aussi sortir de ce champ très idéologique si on apporte plus de science. Enfin, quand même, a priori... ça peut aider. Voilà, c'est ça. La connaissance, normalement, nous permet de sortir de l'idéologie. Et je pense qu'effectivement, pour l'instant, c'est quand même un peu balbutiant sur cette histoire. Marion Vaquet-Marty, merci beaucoup. Jeunesse en retransition, Trouver sa voie, diffusée tout récemment dans Infrarouge sur France 2, une coproduction Capa Presse France Télévisions, film que vous avez réalisé et que vous pouvez regarder sur la plateforme France.tv. C'est l'heure et le jour du cours particulier de Marie Duvier. Vous restez avec nous. On va rencontrer je le présente comme pédagogue, mais c'était un grand psychologue aussi, c'est Carl Rogers, je pense qu'il vous est familier. Cours particulier. Cours particulier, c'est notre rendez-vous donc avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, on explore soit des dispositifs pédagogiques, soit des grandes personnalités de l'histoire de la pédagogie. Et là, en l'espèce, on retourne au début du XXe siècle à la rencontre d'un psychologue et pédagogue, Carl Rogers. On est aux États-Unis. Exact. Carl Ransom Rogers naît en 1902 à Chicago. Alors, il est éduqué dans une famille conservatrice protestante, très pieuse, et il est bercé dans des valeurs de travail et de discipline. Et ça nous donne un jeune Carl qui ressemble à quoi, ça ? Un jeune Carl qui a déjà un esprit introspectif et indépendant dès l'enfance. Il lit beaucoup, il est curieux intellectuellement, il aime étudier, mais il est aussi intéressé par la nature et l'agriculture, et qu'il expérimente dans la ferme familiale. Et en fait, ça lui permet aussi de sortir de ce carcan qui est très strict pour lui. Il commence d'ailleurs par des études d'agriculture.
commence par des études d'agriculture. Alors, il fait plein de cursus différents parce qu'il est intéressé par beaucoup de choses, mais dont l'agronomie, effectivement, à l'université de Wisconsin. Il fait ensuite des études de théologie, mais après 2 ans, en fait, il se dit « c'est pas pour moi, les doctrines sont trop strictes et j'ai pas envie d'appliquer des doctrines religieuses très figées, droites. » Et c'est là qu'il se dirige vers la psychologie ? Il se dirige vers la psychologie, mais il entre d'abord au centre de formation pédagogique de l'université de Columbia. Donc il s'intéresse à la pédagogie avant même la psychologie. Il est passionné par des thèses de philosophes de l'éducation ou des thèses comme celle de John Dewey, dont vous nous aviez parlé. Qui valorise l'apprentissage par l'expérience. D'accord, donc c'est en psychologie en fait et pas en pédagogie qu'il se spécialise. Alors c'est ça, il se spécialise. Alors les deux sont très liés évidemment, mais il devient psychologue clinicien, notamment en thérapie infantile, donc c'est toujours très lié. Et c'est l'un des pionniers de la psychologie humaniste, à mi-chemin entre la psychanalyse, donc où on s'intéresse au déterminisme inconscient chez l'homme, et la psychologie comportementale, donc sur les comportements individuels. Dans les fils conducteurs, les colonnes vertébrales de son travail, il y a cette idée d'adopter une vision positive toujours de l'être humain. C'est vraiment le propre de la psychologie humaniste de Rogers. Il s'aperçoit en fait que la relation thérapeutique qui est faite d'écoute, de compréhension, a des effets positifs sur l'individu. Et de ses expériences de thérapeute, eh bien, il va tirer 2 grands principes de pédagogie cette fois. Le plus connu d'entre eux, c'est le principe de non-directivité. C'est après le seul que je connais. Vous avez dit Carl Rogers dit non-directivité. Tout à fait. Après, pour expliquer, c'est un autre débat. C'est assez simple. Il repose sur l'idée, en fait, ce principe que chaque individu possède en lui les ressources pour résoudre ses propres problèmes, pour grandir, pour apprendre. Donc, en fait, le thérapeute ou l'enseignant, il est là pour poser un cadre, mais après, pour laisser créer un environnement propice, finalement, pour que le développement se fasse naturellement. Donc, sans imposer de direction, sans porter de jugement, en fait, pour accompagner l'élève ou l'individu plutôt que de lui donner des ordres. C'est assez simple. Autre principe phare de Carl Rogers, la centration sur la personne. Oui, alors c'est pareil, ça paraît très compliqué, mais c'est pas le cas. Après plusieurs années d'enseignement, parce qu'il a beaucoup enseigné aussi, Rogers, il arrive à un constat. On peut rien apprendre de significatif, selon lui, sans que l'individu puisse expérimenter des choses par lui-même. Donc on veut pas lui mettre des connaissances dans la tête et faire une tête bien pleine, mais une tête bien faite. Et donc, il vaut mieux apprendre par soi-même. Et puis, c'est un principe avec lequel on en a souvent parlé dans cette chronique, mais il y a plein de pédagogues qui sont d'accord. Et si Carl Rogers, on en parle aujourd'hui encore, c'est notamment, mais pas seulement, parce qu'il a été un des grands aspirateurs de toute cette pédagogie dite humaniste des années 70. C'est ça, c'est le moment où ça triomphe. Exactement. Rogers, il était un peu incompris au début du XXe, parce qu'il était différent. Il allait à l'encontre des principes traditionnels pédagogiques, mais il a inspiré effectivement des pratiques pédagogiques basées sur l'empathie, sur la coopération, sur l'entraide, comme par exemple le tutorat entre élèves ou encore l'apprentissage entre pairs. Voilà, et là on retrouve un tas de sujets qui sont dans l'actualité aujourd'hui ou qui sont dans des politiques publiques aujourd'hui. Marie, merci beaucoup. Merci. Marion, merci beaucoup aussi de nous avoir accompagnés. J'avais une petite curiosité à la fin du documentaire. Elle m'a dit « j'ai moins la haine de moi ». Elle dit « j'ai moins ». Ouais, je crois qu'elle a... Elle déjà dit pas, j'ai plus. Ouais. Parce que je pense que ça reste quand même compliqué compte tenu de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a traversé et de la façon dont son corps est marqué par ce parcours. Mais elle en a fini avec l'adolescence. Et oui, c'est ça. Et c'est ça quand même. C'est la parole d'une jeune femme, pas d'une adolescente. Marion, merci beaucoup. Marion Akemarty. On peut regarder ce film sur France.tv, Jeunesse en retransition. Trouvez sa voie. Marie, merci beaucoup. La quotidienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Et donc, merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont. Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec Sully Vanier au son et Listouré à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même retrouver le grand oral de Marion Akemarty en version audio sur les principales plateformes de podcast.